Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Mainbot en levée de fonds sur SoWeFund. On parle de leur levée de fonds et on va analyser la startup à partir de mes critères d'investissement gagnants. C'est parti. Juste avant de commencer, je suis donc sur le site de SoWeFund, j'ai mes critères d'investissement gagnant. Si tu connais pas mes critères d'investissement gagnant, tu peux les télécharger dans la barre de description, là juste en dessous il y a un petit lien, tu les télécharges gratuitement. Je t'expliquerai un petit peu ce que j'entends vraiment derrière tous ces critères. C'est la première chose que je voulais te dire. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que si tu veux investir avec moi dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est aussi juste en dessous dans la description. Après cette introduction, on va donc analyser Mainbot. Alors en fait, c'est pas la première fois que j'analyse la startup Mainbot. Je me disais bien que le nom me disait quelque chose. Je suis parti rechercher. Et en fait, en novembre 2018, ils ont fait une levée de fonds sur la plateforme Raisers, qui n'existe plus maintenant, enfin qui existe encore, mais qui vivote. Mais donc voilà, le 18 novembre 2018, je publiais mon analyse. Et tu as ici le résultat de mes critères. Je vais pas me laisser influencer et je vais réanalyser bien sûr à partir de zéro. Mais en tout cas, ils ont déjà fait une levée de fonds en novembre 2018. D'ailleurs, ils en parlent pas dans la vidéo ici, ils parlent que de leur Ulule. Donc ils ont fait un Ulule, une levée de fonds sur Raisers en novembre 2018. Là, ils refont une levée de fonds sur SoWeFund. Donc ils aiment beaucoup les plateformes. C'est assez normal puisque leurs produits, c'est des robots pour les enfants et donc tous les gens qui vont investir vont peut-être devenir des clients et tous les clients vont peut-être investir. Donc ça peut sembler relativement logique. Donc qu'est-ce que c'est Mainbot? C'est donc des robots ludo-éducatifs pour les enfants. Donc instantanément, bien sûr, on peut voir qu'on n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle de la tech digitale dans laquelle moi j'investis en général. Donc ça commence tout de suite avec, malheureusement ici, un point négatif. On va regarder le reste, donc il y a une petite vidéo que je viens de regarder. Grâce à des années de R&D, se positionne comme la première plateforme robotique pour l'apprentissage et l'éveil de l'enfant. Donc depuis sa création, ils ont réalisé 630 000 € de chiffre d'affaires, dont 487 en 2020. Et vise le million à la fin de l'année. Donc ça c'est intéressant parce que ça a été créé il y a un petit moment. Alors je prends un petit peu d'avance, j'ai été sur le LinkedIn de Boris, le fondateur, et voilà, tu vois que ça fait 4 ans. Donc bien sûr 630 000 € en 4 ans, pas terrible, mais en fait quand tu vois qu'il y en a les 3/4 qui ont été faits en 2020, tu dis ok, là c'est plus intéressant. C'est parce qu'ils ont commencé bien sûr à commercialiser. Je pense que les 4 ans ça comprend la R&D, etc., etc. Donc on a une traction, parce qu'on a une accélération des ventes. Donc ça, là-dessus, point positif. Donc le plus grand financement de l'histoire du site dans la catégorie produits tech sur Ulule, très bien. En 2019, le marché du jouet représente 3,5 milliards d'euros et il est en pleine croissance, plus 100% d'ici 2024. Donc, a priori, on a un bon marché. Ok, pas mal. Ils ont un partenariat avec Lexibook, les leaders des jouets, ils ont un partenariat avec Tralalaire et les indications sont prometteurs. 50% d'utilisateurs actifs après 6 mois. Sur l'inscription et 30% qui jouent plus de 3 fois par semaine, d'accord? Ils ont eu plein de retombées, bon ça on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, si je me souviens bien, c'est qu'ils vont d'une part vendre le robot, mais derrière ils vont vendre un abonnement, des accès à des jeux, ce qui va leur permettre de continuer à monétiser après qu'ils aient vendu. Donc voilà à quoi ressemble le robot, d'accord? Bon, moi personnellement, ça m'intéresse pas particulièrement, mais c'est bien, ils ont codé un super truc. Il y a donc une application éducative à côté. Apprenez à coder avec le lab pour les 5-7 ans et pour les 8-12 ans, plus de 20 défis, plus de 1000 programmes. La valeur ajoutée, les éléments différenciants. Donc évolutif, touloulou, sans écran, futuriste, d'accord. Et donc la plateforme Ulule, donc je cherche un petit peu s'il y a bien cet abonnement, ce qui serait bien sûr intéressant. Donc ils ont déjà levé plus de 1,9 million d'euros, donc ils ont énormément levé d'argent. Donc il y a l'école polytechnique, Bruno Maisonnier. Bon, tu vois, ils parlent pas de Raisers, mais ok, aujourd'hui ils lèvent 1 million d'euros. Ils vont réduire le coût de production unitaire de 100 à 82 €, donc ils vont augmenter leur marge de 40%. Donc attends, si 20 € c'est 40%, tu fais 20 divisé par 0,4, ça veut dire que leur marge c'est 50 € si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr de mon calcul là. Bon, c'est pas grave, c'est important sur la marge, on va aller sur voir l'offre complète. C'est important de savoir un petit peu quelle est leur marge. Et qu'est-ce que j'avais dit ici sur la marge? J'avais dit que c'était ok, donc on va revenir dessus. Mais évidemment, si tu vends d'abord le robot, mais qu'après tu vends des abonnements ou des fonctionnalités en plus, eh ben ça peut être très intéressant au niveau marge. Alors, donc on est reparti sur l'offre complète. De quoi on a besoin? On va bien sûr parler de l'équipe, de l'Unfair Advantage. Donc la monétisation, déjà, ils vendent au minimum le robot, et je crois qu'ils vendent des contenus, donc très bien, pas de problème. Et donc on cherche des infos sur la marge. Donc, produits et services, voilà. Un robot
une application. Et c'est là où sur l'application, la programmation conditionnelle, à ce jour 20 défis, 300 heures de jeu. Est-ce qu'ils revendent des trucs ou pas? Il y a la patate chaude, ah bah ça a l'air génial, j'ai trop envie de jouer à la patate chaude. C'est génial. La course à l'œuf, d'accord, le petit bac. Et est-ce que c'est vendu en plus ou pas? C'est vraiment ça que j'essaye de savoir. Et je suis pas sûr. Hein. Donc stratégie d'acquisition. Le robot peut tomber, d'accord, très bien. Et ils les vendent donc à la Fnac, chez Nature et Découverte, aux Galeries Lafayette, au BHV. Ça c'est très bien. La communication, le modèle économique. Donc prix grand public 199 €, et donc ils ont une marge, donc si c'est ça, hein, ils augmentent la marge de 40% en gagnant 20 €. Donc ça veut dire que la marge c'est bien 50 €, donc sur 200 € on a une marge qui est à peu près à 25%, qui va peut-être augmenter un petit peu. La vente d'accessoires et l'abonnement, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc la marge de base c'est 25% sur un truc vendu à 199, donc c'est pas bon. Par contre derrière ils vont vendre un abonnement mensuel à 1,99 € par mois, et là-dessus ils ont de la marge à 100%. Ils vont également vendre des livres audio à 9,99 €, des contenus cosmétiques à 1,99 €. Ils vont également vendre des applications avec l'apprentissage de l'anglais à 10 €, à 9,99 €, etc., etc. Et donc ça, c'est des revenus récurrents et c'est des revenus à 100% de marge. Et donc, dans un premier temps, la marge n'est pas bonne sur la vente, mais dans un deuxième temps, il y a beaucoup maintenant de dossiers comme ça qui sont finalement, je trouve, assez intéressants. On commence par vendre un produit physique, mais le vrai business model derrière, c'est l'abonnement de ce qu'on vend sur ce produit physique. Donc, allez, on va être sympa et on va dire que la marge, c'est bien, puisque c'est une bonne, c'est une bonne méthode. Ça leur donne également un unfair advantage, puisqu'ils sont les seuls à avoir construit ce robot. Est-ce que le robot est breveté? Non, mais ils sont quand même les seuls à avoir construit ce robot. Il a l'air quand même assez bien foutu. Enfin, ça a l'air d'être quand même pas mal de boulot si je regarde ça. Alors bien sûr, n'importe qui peut construire le même robot, mais quand même, et à avoir des deals de distribution avec la Fnac, les Galeries Lafayette, le BHV et Nature et Découverte, et qui derrière leur permettent de vendre leurs abonnements. C'est seulement, en fait, leur vrai unfair advantage, c'est de dire, bah, on est les seuls à vendre ce robot et à pouvoir vendre ses abonnements. Il y a qu'eux qui peuvent vendre ses abonnements parce qu'il y a qu'eux qui ont le robot. Donc, c'est assez intelligent. Et donc, allez, à nouveau, je suis sympa, j'avoue, mais je vais dire que l'unfair advantage est pas mal. Après, est-ce que demain quelqu'un peut pas construire le même robot? On va dire moyen. Quelqu'un demain peut venir construire le même robot et construire les mêmes programmes d'anglais, et si ils ont, voilà, ils peuvent peut-être aussi avoir des contrats avec Fnac, Galeries Lafayette. Eux, ils s'en foutent, ils veulent juste quelque chose qui plaît. Donc ça va. Il n'y a pas de brevet non plus sur le robot, donc c'est pas mal. Ils ont des bons partenariats, des bonnes applis. Donc je mets moyen. C'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est pas mal. Ensuite, donc il y a des succès, d'accord, il y a de l'attraction, ils ont des super partenariats, donc ça c'est bien, ça vient quand même dans le côté positif, hein, de l'unfair advantage, évidemment. Ils ont gagné des trophées, très bien, et qu'est-ce qu'ils ont? Des bonnes métriques, donc ça c'est hyper important, hein, c'est sur l'attraction et l'utilisation, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la valo et l'équipe, c'est tout. Voilà, on en arrive déjà là. Allons voir l'équipe. Donc en équipe, on a 3 personnes, elles sont ici dans équipe. On a 3 qui sont cofondateurs, si ça veut bien, quand je clique, oui, ça charge. J'ai déjà ouvert leur profil, donc on a Boris, Pierre-Yves et Amanda. Donc Boris, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas sa première boîte, il était le fondateur avant de MainTool, il était le fondateur avant de LePic, et il a fait l'IE Business School. Donc un premier profil business avec une expérience entrepreneuriale préalable. En deuxième profil, on a Pierre-Yves, qui a fait l'école centrale, donc un profil plus technique. Pardon, un profil plus technique, et il a également une expérience préalable puisqu'il était cofondateur de Crosslux pendant 6 ans. Donc on a un profil complémentaire, ici un profil business avec une expérience entrepreneuriale, ici un profil ingénieur avec une expérience entrepreneuriale, donc c'est déjà très bien. Et en bonus, la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est Amanda. Amanda, elle a un profil master management de la stratégie d'entreprise, bon, très bien. Et est-ce qu'elle a... non, elle n'a pas d'expérience préalable, elle était formatrice chez Live Mentor et chef de projet IoT indépendant, donc eu des expériences dans le domaine mais pas entrepreneuriales, mais elle vient compléter bien sûr l'équipe, mais de toute façon avec Boris et Pierre-Yves on avait tout ce qu'on voulait, une complémentarité, des expériences entrepreneuriales préalables, et donc on a effectivement une bonne équipe. C'est d'ailleurs ce que j'avais mis ici la dernière fois, je leur avais même mis 2 carrément, j'étais très en forme ce jour-là visiblement, mais en tout cas on a une bonne équipe.
Il nous reste à parler de la valorisation, et là la valorisation c'est la valorisation de ce tour de table là, et pas des tours de table précédents. Et on va aller voir ça ici dans l'analyse et chiffres. Donc c'est une pré-série A, il lève 1 million pour 20% du capital, ce qui donne cette valorisation ici que tu trouves sur le site. Boris a 36% du capital, et ah ouais, les deux cofondateurs, donc Pierre-Yves et Amanda, ont pas de part, enfin ils ont que 5% apparemment. Donc ça c'est un peu particulier et je trouve que c'est pas une bonne chose qu'il y ait qu'un fondateur et que les associés, là il y a écrit quand même co-founder et ici aussi cofondatrice, mais ils n'ont pas autant de capital, ça c'est pas terrible pour moi. NCI, Bruno, Béhoud, ouais, c'est pas terrible du tout. Donc je vais quand même mettre un point négatif à l'équipe pour ça, parce que c'est important que tous les fondateurs soient incentivés et aient des parts égales en equity dans la boîte. Bon. Alors, cette valorisation, elle est à mettre en relation avec le chiffre d'affaires, la marge. Donc, c'est une boîte qui perd de l'argent, qui espère l'année prochaine en gagner. Ils ont fait donc un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Là-dessus, ils font un quart de marge, donc ils vont faire 150 000 euros de marge brute. Mais l'année prochaine, comme par magie, la magie, on ne sait pas d'où ça vient, comme par magie, l'année prochaine, ils vont faire 5 millions. Ça, c'est toujours toujours le cas hein, quand on dans ces genres de business-là, mais je ne sais pas ce qui fait que l'année prochaine, comme par magie, ils vont faire beaucoup plus. Je vais essayer de regarder, de revenir sur l'offre et de voir ce qu'ils disent sur 2021. L'ambition, c'est de déployer dans de nombreuses écoles primaires. Oui, d'accord. Mais lancement commercial au Royaume-Uni et en Allemagne de 5 millions. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même très 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 hypothétique. Hein. On ne sait pas du tout s'ils vont être capables de lancer au Royaume-Uni et en Allemagne l'année prochaine. On ne sait pas du tout s'ils vont être capables d'aller dans les écoles puisqu'ils n'ont pas de partenariat, puisqu'ils sont en train de recueillir les retours des enseignants et ils ont l'ambition de déployer. Donc tu comprends que je vais complètement ignorer ce chiffre. Ouh là là, il y en a tac, voilà, on n'arrive plus à remonter. Tu comprends que je vais complètement ignorer ce chiffre-là de 4,8 millions en 2021 parce que c'est pas fait. Nous, on investit en 2020. Et donc en 2020, c'est 600 000, c'est pas mal, c'est 150 000 du coup de marge brute. Et peut-être qu'il y a un petit peu plus parce qu'il y a les abonnements. Mais du coup, cette valo me paraît trop élevée. Et donc je vais mettre un point négatif sur la valorisation. Tout simplement par rapport à là où ils en sont aujourd'hui. Voilà, ça me paraît trop élevé. Personnellement. Voilà pour mon analyse de Mainbot. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Est-ce que toi tu as investi dans Mainbot? Dis-le moi juste en dessous. Je te le redis comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, si tu veux investir dans des startups de la Silicon Valley directement avec moi, là où j'investis mon propre argent et avec les membres du club privé Léonis, tu peux donc nous rejoindre. Le lien est dans la description juste en dessous. Et dans le club privé, je te dirai également si j'investis dans Mainbot ou pas et pour quelles raisons. Dis-moi donc en commentaire ce que tu penses de Mainbot et de cette analyse. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, c'est le gros bouton rouge juste en dessous. Ça m'encourage, ça me soutient et comme ça tu verras mes prochaines vidéos et mes prochaines analyses de start-up. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.